Donc, on était aujourd'hui ensemble pour parler, évoquer un sujet qui intéresse beaucoup l'industrie pharmaceutique. Et donc, on va regarder un cas d'école, une approche, une possibilité de solution autour de la mise en conformité à l'annexe 1 des BPF. Donc, je suis Gabriel Aubeau, Head of Engineering chez Naïs. J'ai 16 années d'expérience dans le management de projets pharmaceutiques et notamment stériles chez Novo Nordisk. Et notre expert du jour, Jean-François. Donc, bonjour Gabriel, bonjour à tous. Donc moi, mon nom c'est Jean-François Meurice. Ça fait presque 20 ans que je suis actif dans le milieu du pharmaceutique et des biotechnologies. J'ai eu pas mal d'expérience dans tout ce qui est fill and finish, donc toute la partie aseptique autour des médicaments. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un webinaire sur le sujet de l'annexe 1. Qui va normalement bientôt évoluer. La draft est disponible déjà depuis 2020. Et autour de ça, on va voir un petit peu quel parcours on a pu faire sur le sujet du jour, qui est l'amélioration du chargement d'un lyophilisateur. Donc, cette fameuse révision annexe 1, qui est en cours en fait depuis bien plus longtemps, depuis 2015-2017, a fortement évolué dans les dernières années. Et en 2020, un draft a été produit et depuis, il n'a plus été changé. Donc, en préambule, on va remettre un peu le scope. Donc, l'annexe 1 parle essentiellement de tout ce qui a trait avec les produits stériles ou la fabrication de médicaments à usage humain aseptiques. Donc, le champ d'application peut aller des médicaments comme les vaccins. On voit ici des petites fioles lyophilisées. Et ça peut effectivement avoir un scope qui va jusqu'au le medical device, où on rencontre par exemple les solutions pour les soins des yeux ou éventuellement des cols chirurgicales qui peuvent en même temps être utilisées en interne, donc devenir nécessairement aseptiques. Une petite note, dans la draft actuellement, on élargit vraiment les compétences de l'annexe 1 à ce qui est aseptique ou à tout produit où on incrimine, où on parle d'une biocharge maîtrisée. L'annexe 1 en cours, elle fait 19 pages, une dizaine de sections. La draft arrive à 52 pages et 11 sections. Les sections sont un peu différentes, donc ça ne sert à rien vraiment de les comparer l'une à l'autre. Ce qui est frappant, c'est qu'on double, même presque triple le document. Donc, il y a quand même pas mal d'informations en plus et beaucoup, beaucoup de précision. Je vous rassure, on ne va pas tout regarder là. On va prendre un cas. Non. Ici, on fait juste un petit préambule et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, notamment, on a les notions de PQS et QRM qui sont introduites dans la révision de la draft, même si elles sont déjà présentes dans la partie 3 du volume 4 de l'Eudralex. Ce sont notamment les parties qui sont issues des ICH Q9 et Q10 qui parlent de ce système pharmaceutique ou du management du risque qualité. Donc ici, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça. Je fais juste une petite parenthèse qui va introduire mon sujet. On voit que dans le flowchart qui est ici, qui est issu directement de l'ICH Q9, on a plutôt une stratégie qui dit on identifie le risque, on l'analyse, on l'évalue, puis on va essayer de le réduire. On parle souvent de mitigation pour le rendre acceptable. On va voir que dans la nouvelle annexe, on parle de CCS, donc c'est le Contamination Control System. On va aller un peu plus loin, on va essayer d'établir un système qui réduit toujours les risques qui sont occurrents, mais on va essayer de mettre en place un système pour éviter que le contaminant arrive dans les zones critiques. Donc, un petit rappel au niveau des contaminants d'une zone aseptique. On parle des micro-organismes, des pyrogènes, donc ceux qui donnent la fièvre, et évidemment, quelque chose qui est vraiment très, très récurrent quand on travaille dans l'aseptique, c'est la présence de particules.
Donc, je vous ai mis la petite définition qui est issue de l'annexe. C'est un système, mais on voit aussi qu'au-delà de ce système, il faut mettre en place vraiment un set de contrôles qui nous permettent de garantir que notre CCS fonctionne et avec toutes les définitions qui vont dedans, comme la fréquence, du monitoring, comme les paramètres et les attributs du produit. Cette idéologie un petit peu analysée, c'est un petit peu le travail qui pourrait incomber à des SAM, par exemple. Donc, c'est une unité qui se développe de plus en plus dans nos entreprises pharmaceutiques qui font de l'aseptique. Donc, c'est du Sterile Assurance Management. Elle est très à propos parce que l'objectif, c'est de faire le travail en amont et d'éviter que le risque existe ou que le problème arrive plutôt que de traiter des déviations ou de traiter des problèmes inhérents. Donc ici, je vous ai mis de petites infographies qui sont de manière à dire qu'on n'essaye pas de jouer aux pompiers, mais qu'on essaie vraiment d'anticiper les choses avec le CCS et notre QRM. Donc là, on va partir dans notre cas pratique. Forcément, pour mettre en place ce CCS, ce qui est très redondant dans l'annexe 1, c'est les technologies barrières. Alors, ce n'est pas les seules. Il y a d'autres technologies qui reviennent très souvent et qui sont vraiment développées. Mais bon, moi, par exemple, j'ai travaillé sur l'établissement de ces technologies barrières dans le cadre du chargement LIO. Et c'est vraiment une chose à prendre en compte dans tout ce qui est design des futures zones pharmaceutiques. Donc moi j'ai travaillé sur un projet qui avait pour optique d'améliorer ou de changer le chargement manuel d'un lyophilisateur. Donc, on peut voir ici sur la petite photo, par rapport à de l'aseptique, je rappelle pour tout le monde que les flacons qui sont là sont semi-ouverts, donc potentiellement peuvent recevoir les particules qui sont en mouvement. On voit que le personnel est très très proche quand même, donc le risque personnel est inévitable. C'est quand même difficile d'y trouver une détectabilité. On a nos détecteurs de particules, on fait des prélèvements microbiologiques et tout ce qui s'ensuit. Malgré tout, on peut voir que par exemple au mirage, on a quand même encore souvent des particules qui peuvent se retrouver dans le produit, donc sans avoir été spécialement détectées avant. On a aussi un manque de reproductibilité, forcément, dans les conditions de travail et dans les conditions environnementales entre chaque personne. Même entre la même personne, elle a vraiment une différence entre le début et la fin de son activité en fonction de la fatigue. Par exemple, si les plateaux sont lourds, s'il faut faire du chargement lent et qu'il y a quelques mètres à parcourir, ça peut être vraiment fatigant. Donc, dans la section 8 au sujet du chargement d'un lyophilisateur, on nous parle clairement que le transfert de flacons partiellement fermés doit se faire sous un grade A et il doit être designé de manière à minimiser les interventions directes d'un opérateur. Donc, derrière, quelques lignes après, l'annexe 1 nous dit que l'usage de technologies appropriées telles les RAPS, donc les technologies barrières, isolateurs, éventuellement la robotique, peut être très intéressante pour augmenter le niveau de protection du produit. Donc, un petit peu en photo, hein, les isolateurs ou les RAPS. Avant, on a beaucoup travaillé dans les flux laminaires, sur des flux laminaires dans l'industrie pharmaceutique. On y travaille encore beaucoup dans les labos, en fait. Et aujourd'hui, vraiment une technologie qui se développe très fort, c'est l'usage de robots dans nos zones aseptiques, pas juste pour du chargement manuel de l'eau, mais vraiment pour toute une série de choses, pour de l'échantillonnage, pour éventuellement transférer des charges sous isolateur. On commence vraiment à avoir de plus en plus de robots. Et on voit bien que l'objectif, si je comprends bien, c'est d'éloigner le personnel, hein, le risque perso,
du C'est produit. ça. En fait, en gros, quand on fait une analyse de risque, aujourd'hui, on va avoir le risque personnel qui va être dans l'analyse de risque et qu'il va falloir mitiger. Il va falloir mettre en place un système de monitoring environnemental, des pratiques aseptiques, des systèmes de contrôle, des systèmes de training. Demain, s'il n'y a plus l'opérateur dans le flux laminaire, on n'a plus toute cette partie-là à gérer. Bon, on a d'autres choses, hein, mais on va voir après que c'est un peu plus gérable. Donc ici, je vous ai mis face à face les deux photos. On a donc le chargement manuel qui est ici. Et dans la société où on avait évoqué le changement vers un automatisme et un RAPS dans le cas présent, on avait choisi donc pour un chargement automatique avec une porte pizza. On voit ici un bras de poussée. Il n'y a donc plus du tout d'opérateur dans la zone de chargement lorsque les flacons y sont présents. On peut voir ici l'extérieur d'un RAPS. On voit le HMI qui permet de contrôler le RAPS. On voit clairement derrière le mur avec ça, c'est le pont mobile du LIO qui va servir à charger. On voit les tapis roulants. Et donc, juste devant, on voit nos fenêtres ou portes avec des entrées de gants Lacalen. Donc là, par exemple, on voit qu'il faut remettre un support, mais ce sont des entrées de gants qui permettent de rentrer avec des gants stériles, départiculés. Donc, on a vraiment minimisé au maximum tout ce risque de l'intervention extérieure. L'avantage du chargement automatique, évidemment, on a une reproductibilité du début à la fin de toute opération. On a même une grande reproductibilité entre toute opération. On a clairement une facilité de détection de l'anomalie parce qu'on a des trends et comme on est beaucoup plus reproductible, dès qu'il y a quelque chose qui sort de la normale, on peut vraiment agir de façon plus adaptée. Et alors, évidemment, on n'a pas de perte d'informations, c'est-à-dire que tout le process est monitoré à 100% et enregistré. Au niveau de ces technologies barrières, on voit vraiment qu'on a une idée de confiner le produit par rapport à l'opérateur. On a aussi une sécurisation des barrières parce que dès qu'on ouvre une porte ou dès qu'on franchit le cap de la barrière, par exemple avec un gant, on va déclencher une alarme qui va nous dire « Attention, il y a eu intervention sous flux ». On a un certain nombre de prérequis dans cette annexe 1 et on parle notamment beaucoup des prérequis d'une clean room. Alors, je me suis permis de vous mettre ces deux infographies parce que notre RAPS, donc l'intérieur du RAPS, est considéré comme un grade A avec un background grade B. Si c'est un RAPS, si on est dans un isolateur, on peut descendre un background grade C. Ce qui veut dire que notre RAPS ou notre isolateur est vraiment considéré comme une ZAC, une zone à atmosphère contrôlée. Et donc, il faut adapter votre clean room design et votre travail de design pré-installation comme si c'était vraiment une pièce en elle-même, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en parallèle les deux. Il y a plusieurs items qui peuvent être oubliés, notamment, j'ai mis entre parenthèses, le nettoyage et la désinfection. C'est souvent quand on installe des RAPS ou des isolateurs, des items qui peuvent être pris un peu à la légère. Donc, j'insiste, il faut vraiment faire le travail comme si on faisait une clean room vraiment dans une pièce entière. Sur mon cas pratique, c'est la raison dont j'en parle juste avant, on peut voir ici le pont mobile qui est partiellement levé. On voit qu'on a toutes des dents et au-delà de ça, on a des interstices, on a des joints, on a des crantages. Tout ça, ce sont des petits détails, mais qui sont très difficiles à nettoyer et à désinfecter. Donc, ce sont vraiment des équipements qui ne sont pas très propices au nettoyage et à la désinfection en routine.
pour rappel, la désinfection est un process qui doit être validé, donc où on doit montrer par des étapes de validation. Alors ça, c'est le texte de la nouvelle annexe qui insiste encore plus dessus, où on doit montrer l'efficacité de notre désinfection de manière par des qualifications, en fait, par des runs de qualification. Ils disent, alors ça c'est dans l'annexe actuelle, c'est aussi dans la future, la fumigation ou la désinfection par vapeur peut être très utile pour réduire la contamination microbienne dans tout ce qui est endroit inaccessible. Donc forcément, nous, j'étais sur pour venir sur la photo, on était sur un système qui normalement devait être lavé et désinfecté par essuyage. C'était la pratique sur le site. Bon, on voit très vite que ce n'est pas possible, donc on a évolué, évoqué la possibilité de mettre la fumigation. Alors sur ce point-là, il faut anticiper, parce que ce n'est pas toujours possible. Il y a des risques personnels, il y a des risques matières, les produits sont corrosifs et dangereux, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être pris à l'avance. Dans notre cas, après étude de plein d'items, on s'est rendu compte que la fumigation ne pouvait pas être performée sur le site à cause de la corrosion des gaines du site. Donc, du coup, on a dû abandonner la solution de la fumigation. En gros, on a laissé le point en suspens. On s'est dit, on va trouver une solution en attendant de développer le reste. Il y aura peut-être de nouvelles technologies ou de nouveaux produits. Mais on investit dans un nouveau matériel et voilà, déjà pour un problème de fumigation, on se retrouve un peu bloqué. Bon, on passe ensuite sur tout ce qui est monitoring. Donc, on sait que dans l'annexe 1, on nous demande des programmes complets de monitoring et dans la future, on nous dit que ces plans de monitoring feront une part entière de notre CCS. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir les définir. Quand on parle monitoring, c'est process et environnemental. C'est vraiment le scope large. Elles doivent être justifiées et couvrir tous les différents risques, HVAC, personnel, process, par le biais d'analyse de risque. Ils insistent vraiment beaucoup dans la nouvelle annexe 1. Donc, c'est un point à vraiment pas négliger. Il y a aussi un point sur lequel ils insistent, c'est le fait que nos prélèvements environnementaux ne doivent évidemment pas engendrer de risques qui pourraient impacter la sécurité du produit. Ça, c'est quelque chose qui malheureusement arrive. Donc là, on voit une photo d'un RAPS. Alors, ce n'est pas nécessairement mon RAPS, mais on a eu le même type de problème. On voit donc le RAPS est du côté droit. On voit la porte du lieu côté gauche. Et on voit qu'ici, par exemple, nous, dans notre analyse de risque, on avait défini qu'on devait prendre un compteur particulier et un viable masse, donc un prélèvement d'air actif sur une gélose et éventuellement une gélose en sédimentation en continu tout au long du process à côté de la porte, parce que c'était décrit dans les procédures du site. On voit clairement qu'ici, pour pouvoir éventuellement, déjà c'est très loin, donc il y a beaucoup de chances qu'on n'y accède pas à cette zone. Et puis en deuxième partie, on se rend compte que si on doit y accéder, on doit passer au-dessus des flacons. Et ça, c'est clairement une mauvaise pratique aseptique. Donc nous, dans notre analyse, on était un peu embêtés parce qu'on était... Bon, on peut toujours essayer de changer l'analyse pour essayer de trouver un autre point qui justifierait le risque qu'on veut maîtriser, mais on avait vraiment une SOP de site qui nous imposait d'aller mettre quelque chose là. Donc, sur le coup, on se retrouve avec un point de contrôle qui est inutilisable tel que conçu, et puis un gap qualité parce qu'on n'est pas en mesure de prendre, comme nous demande une SOP master, un contrôle qualité environnementale dans une zone définie.
De l'autre côté, on avait un RAPS, toujours pour ces contrôles environnementaux. Et à l'arrivée sur le site, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas prévu de sas entrée matière sur notre RAPS. Donc, on peut voir ici que tout est bien fermé. Et forcément, pendant l'activité, on a un certain nombre de prélèvements environnementaux à faire et on ne savait pas insérer les géloses, en fait. Donc, de fait, on a décidé de trouver une petite solution technique. Donc, la solution technique a été de trouver un espèce de petit panier. Donc, les certificats matières sont tous bons. On voit qu'on l'a mis en dessous du système de convoyage. Il va nous permettre d'insérer nos géloses au fur et à mesure pour remplacer les géloses dans les masses ou éventuellement les sédimentations qui sont en général plus longues. Bon, la solution a été trouvée. Cependant, on voit dans le process qu'on insère quand même une gélose dans un endroit qui est, je vais dire, relativement cité comme critique parce qu'il n'est pas dans le first air et il va être apporté sur un espace normalement plus propre. Donc, ce n'est pas trop l'idéal. Alors, ce sont des pratiques qu'on a quand même qualifiées. On les a qualifiées aussi au moyen de schémas aéroliques hors activité et en activité. Mais bon, ce n'est pas l'idéal. Si dans la conception, on avait pensé, parce qu'on a toujours un petit espace pour un petit sas d'entrée ou pour un système comme ça, il y a des solutions qui existent en site aussi chez les fournisseurs. C'est quelque chose qui avait été raté vraiment dans la conception aussi et c'est quand même des risques ajoutés alors qu'on est occupé normalement à mettre quelque chose qui ne devrait pas amener de risques. Comment tu vérifies ça, tes flux via des tests de fumée ou des simulations de... Les schémas aéroliques, donc pour ce petit scope-là, on avait les smoke tests, les tests de fumée sont obligatoires hein, en périodique. Donc en gros, on avait des tests de fumée hors activité, en activité, qui regardaient un petit peu les intrusions d'air. On a déroulé aussi des QP avec des médiaphiles, enfin appelés dans la nouvelle annexe 1 APS. Je sais que pour d'autres zones, on a fait aussi via des sociétés externes des mappings 3D de l'aérolique pour avoir encore plus de précision sur l'efficacité. Donc, il y a des solutions qui peuvent nous permettre de malgré tout qualifier des process ou des procédés un petit peu touchy, mais bon, dans l'idéal, si dans le design c'est pris en compte, c'est quand même plus facile après que de valider. En plus, ça doit être fait en QP, hein, donc c'est quelque chose qui, en qualification périodique, c'est quelque chose qui va revenir. Donc finalement, c'est quand même mieux de prévoir le SAS, même s'il est soumis aussi à des qualifications, mais elles seront plus faciles que un médiafile et des smoke tests. Donc, bon, on résume un petit peu. Notre apps, finalement, on a un problème de désinfection majeur quand même, parce que c'est quand même un point important. On a un risque de contamination lié au contrôle environnemental ou on décide de ne pas le faire et là, on a un risque parce qu'on ne déjà compliant parce qu'on ne suit pas notre SOP et puis forcément, si notre SOP nous dit qu'on a besoin d'un contrôle là, c'est que quelque part, il y a un risque produit. Et puis après, on a une absence de SAS qui n'est pas obligatoire, mais on voit quand même que la solution peut engendrer un risque aseptique. Par exemple, en admettant qu'il y ait une mauvaise... on a des manipulations supplémentaires, on peut aussi avoir une boîte qui tombe, enfin, tout ce genre de détails, ce serait vraiment un risque aseptique et produit aussi. Bon, on a forcément fait un retour d'expérience sur le sujet. On s'est rendu compte qu'au départ, dans l'équipe, on n'avait pas de SAM. On avait des personnes de la qualité, qui étaient la qualité projet, mais qui n'étaient pas forcément spécialistes de l'aseptique. Donc, ce sont des points qui ont été oubliés dans les URS. C'est aussi pour ça que je vous ai parlé des SAM au tout début. C'est
vraiment une unité qui doit prendre position pour tous ces points-là dans vos projets. Et la solution par rapport à tout ça, c'est que l'entreprise a décidé de créer un groupe SAM, enfin une entité SAM dans l'entreprise pour que ça n'arrive plus et aussi pour prendre des décisions sur notre sujet. Et bon, là, au vu de tout ce qu'il y avait, nos SAM ont décidé que l'utilisation de l'installation en l'état n'était pas possible et demandaient une solution alternative. Donc, en gros, on n'avait pas qu'un seul LIO, mais on a vraiment, dans les LIO qui étaient à installer, on en avait vraiment un qui était urgent à installer. Et là, on s'est orienté vers une solution BIS. Donc, on a tout démonté. On a enlevé le RAPS et la ligne. Et on est parti sur un robot avec une pelle longue. Donc, dans le flux aérolique, on voit ici le flux est délimité. On a là, c'est une hotte mobile qui permet de transférer les flacons de la remplisseuse vers le lyophilisateur ou la zone du lyophilisateur. C'est évidemment avec un groupe d'air pulsé grade A. Il y a un monitoring embarqué, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit compliant. Et derrière, on a notre robot qui est installé ici après ouverture de la porte, et qui va faire le tour entre la hotte et le lyophilisateur pour le chargement. Donc ici, c'est une infographie. On n'a pas encore l'appel sur l'infographie. Il est évident que l'objectif est d'éloigner l'opérateur le plus loin possible du lyophilisateur et des flacons qui sont dans les plateaux. Pour ce faire, on a même dû designer, donc ça, je vous ai repris une pelle qui est aujourd'hui disponible chez un supplier, mais on a designé une pelle qui nous permet de bouger ces plateaux de flacons. Vous voyez, on a un premier manche avec un premier plateau qui permet de glisser en fait le plateau sur cet endroit-là, tirer le plateau, on place la pelle là où il faut, et puis quand on veut libérer le plateau, on le libère en appuyant sur la deuxième partie qui est là. Donc voilà, c'est des solutions bis, mais on voit quand même que la pelle étant longue, on a moins d'interaction entre l'opérateur et le plateau flacon. Bon, l'analyse, c'est qu'afin que la solution alternative réponde à un nouvel annexe, on a vraiment dû suppléer l'absence de barrière physique parce qu'on voit quand même qu'on a un opérateur dans le grade A, on n'a pas de barrière physique. Donc, on a dû faire des smoke tests. Là, le mapping 3D était nécessaire, sous conseil d'ailleurs d'un expert vraiment très connu en France, qui nous a permis un petit peu de déterminer qu'on arrivait à ne pas impacter le produit sous le flux A, malgré qu'on était dans le même flux. Ça impose quand même de nombreuses QP et beaucoup de monitoring en conséquence. On a dû mettre en place un système de qualité de monitoring environnemental et de process adéquat parce que forcément, on est de retour dans une... Alors, on a éloigné l'opérateur, mais on est de retour dans une pratique manuelle, donc on a moins d'enregistrement. Donc, les pratiques de monitoring environnemental, c'est notamment les APS, c'est le nouveau nom des médiaphiles, donc c'est Aseptic Process Simulation, et les QP périodiques, on en a fait pas mal, on a fait beaucoup de QP au départ aussi pour tout démontrer, et encore aujourd'hui, je pense qu'ils doivent continuer à en faire. À l'époque, on avait même décidé pour gérer le côté particulier, étant donné qu'il y avait quand même un opérateur en zone et qu'en plus, il y a un travail de translation du plateau sur des étagères, donc on est quand même sur inox-inox, de monitorer l'activité à 100% en direct par un chef d'équipe. Ça veut dire qu'on avait des caméras qui regardaient l'opérateur travailler
en même temps, il monitorait l'activité particulière et il y avait une communication qui pouvait se faire de façon à dire attention, on commence à générer trop de particules, il faut ralentir le mouvement ou il faut changer de pratique ou éventuellement changer d'opérateur et donc laisser respirer un peu la pièce et permettre un petit peu un recouvrement de l'air grade A de la pièce. Et évidemment, tous les chargements sont enregistrés à des fins d'investigation parce que malgré tout, comme c'est encore de l'opération manuelle, on a quand même toujours un risque qui est présent. Donc, on voit qu'ici, on n'a pas su totalement se mettre en ordre par rapport à la solution technologie barrière. Par contre, on voit vraiment que la société a mis en place un système périphérique de maîtrise du process qui correspond à ce qu'attend l'autorité pour maîtriser la qualité du produit. Donc, forcément, dans les analyses, les risques de tout ça, c'est que le système qualité à mettre en place est tellement lourd que le process peut en être altéré et alourdi. La probabilité de déviation est plus importante. Évidemment, on peut toujours avoir des remarques lors d'une inspection, ce qui est toujours désagréable. J'insiste sur la future annexe, l'utilisation de technologies barrières est plus que conseillée. Cependant, c'est écrit en toutes lettres pour l'instant, un système manuel ou sans barrière peut toujours être existant. Mais en fait, la nouvelle annexe nous demande alors de mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver au même degré de confiance par rapport à un système avec barrière, en fait. Donc là, on est quand même dans de la systématique qui s'alourdit et qui peut vraiment nous contraindre à soit la production, soit la qualité à beaucoup, beaucoup d'efforts. Et alors, une grosse conclusion sur le sujet ici, c'est qu'il faut vraiment penser à intégrer tous les interlocuteurs. Alors, ça ne concerne pas toutes les sociétés. Je sais qu'il y a des sociétés qui sont très bien organisées de ce côté-là. Mais par exemple, comme la nouvelle annexe va aussi considérer quelques sociétés type medical device qui sont probablement moins fournies en termes d'experts ou on va se retrouver aussi dans certaines sociétés pharmaceutiques avec un gros gap par rapport à la réglementation. Éviter ce genre de problème lorsque vous mettez des technologies barrières, c'est intégrer des gens, notamment des SAM, mais toute personne compétente au design de ce type de machine. Alors, quand aujourd'hui, le dernier appel à modification date de 2020 et a été clôturé en juillet 2020, donc il n'est même plus possible d'envoyer des demandes de modification. Les informations sur l'annexe, je vous ai donné les liens sur la version draft aussi. Et alors aujourd'hui, on n'a toujours pas de communication sur la date de mise en place. C'est un petit peu à l'arrêt, je suppose, sans être dit que c'est dû à la période actuelle avec le coronavirus qui est encore actif aujourd'hui. Donc, il est fort possible que quand la crise Covid va commencer à tendre vers le bas et va se réguler, qu'il y ait un planning de mise en place qui soit donné. Donc voilà, la présentation est finie. Je vous propose de commencer la discussion et d'ouvrir vos questions. Avant de démarrer les questions, merci beaucoup Jean-François. Je vais aussi apporter une petite conclusion. La vision, vous voyez toute la difficulté que c'est, mais c'est vrai pour toutes les modifications de standards, de se mettre en conformité avec un nouveau standard lorsqu'on est sur l'existant. Toutes ces questions-là, les solutions sont rarement idéales. Il faut faire de l'analyse de risque à une extrême importance lorsque l'on vient modifier. Et bien sûr, les solutions existent quand même pour du neuf. Et lorsqu'on part sur des équipements neufs, sur de nouvelles installations, on peut se permettre de mettre en place ces barrières. Je dirais même en termes de contrôle, il existe des outils automatisés de contrôle de l'air et des portées vraiment très efficaces.
Donc voilà. Et puis, Keep Calm n'allise saisir. On peut apporter des solutions comme l'a pu le faire Jean-François sur cette expérience. Allez, à vous. C'est le moment de discuter. Oui. Oui, bonjour, Thierry Perlin, Institut Environnement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'avais une question pour un retour d'expérience sur notamment le monitoring des concentrations particulières. Savoir quelle base métrologique, notamment sur les tailles de particules, vous avez pris en compte, et éventuellement quelle est aujourd'hui l'analyse que vous portez sur les évolutions, notamment suite à l'alignement sur la 14644-1 avec la suppression des 5 microns. Alors, effectivement, il y a une discussion qui est ouverte par rapport à cet alignement. Donc, nous, à l'époque, on a encore travaillé sur 0,5 et 5 uniquement. On a même eu une discussion avec l'autorité parce que la difficulté des 0,5 est le niveau d'alerte, en fait. Étant donné qu'on est sur 20. Donc, nous, on travaillait en mètres cubes pour l'alarme. Donc, on était sur une détection de 20 particules sur le mètre cube. Et comme on a besoin de 36 incrémentations d'un pied cube pour arriver aux 20, forcément, il faudrait une alarme en dessous de 1, ce qui n'est pas possible. Donc, en gros, ils nous ont expliqué qu'il fallait un petit peu gérer de façon empirique. Donc, par exemple, mettre une alerte à 2, ce qui vous permet d'agir. En fait, le but de l'alerte est d'agir et d'éviter d'aller jusqu'à l'alarme. Voilà un petit peu ce qui a été discuté à l'époque avec l'autorité. Et alors, par rapport à cet alignement, par rapport à la norme ISO, aujourd'hui, je n'ai pas vu qu'on avait arrêté les 0,5 dans la draft. Mais c'est en discussion. C'est sur tous les 5. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en gros, derrière, j'ai vu un webinaire où ils évoquaient quand même cet alignement de façon vraiment très rapide. Mais bon, actuellement, il n'y a pas de changement dans la nouvelle annexe par rapport à l'ancienne. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est quelque chose qui est à surveiller. Merci. Voilà. Pas d'autres questions? Je pourrais revenir en ce qui me concerne sur un sujet autour de la désinfection, l'importance de la validation de la désinfection. Je pense que tu as insisté là-dessus, Jean-François. Et j'élargirais bien le sujet sur les outils de contrôle aussi. Faites attention lorsque vous validez la désinfection que vos outils de contrôle ne sont pas altérés non plus par les tests. Par expérience aussi, ça peut arriver que si vous utilisez par exemple des géloses, des boîtes de contact pour mesurer l'effet de la désinfection, la gélose peut être altérée par le désinfectant lui-même et donc rendre caduque votre validation. Donc voilà, petit aparté qui n'est pas directement lié à Annex 1, mais sur lequel je voulais partager. Bonjour Coraline, une petite question, déjà merci pour la présentation. Là, ce que vous avez présenté, c'était donc la V12 de l'annexe 1 en fin d'année dernière. On a entendu parler d'une V13, vous en pensez quoi? Actuellement, attendez. Actuellement, la dernière annexe que moi sur laquelle j'ai travaillé donc pour ce webinaire, c'est je n'ai plus la version en tête, mais c'est l'annexe qui est en draft depuis 2020. Et bon, je suppose, après, je ne suis pas devin, il y a effectivement pas mal de gens qui parlent qu'il y aura encore une version nouvelle, mais en tout cas, cette draft va être mise en activation probablement, je vais dire l'année prochaine ou l'année d'après, en fonction, je pense, de la crise du coronavirus. Et donc, c'est cette draft, je vous ai mis les liens sur la présentation. Je veux bien... attendez, je vais reprendre mon écran. S'il vous plaît.
Et je disais oui, ils sont dans la discussion, effectivement, les liens. Donc, ça, c'est vraiment les liens qui sont mis sur le site de l'Hydralex où vous pouviez à l'époque faire des remarques en tant que prenant part. Je n'ai pas plus d'infos par rapport à ça. C'est une question qui revient souvent dans beaucoup de formations et de webinaires. Après, aujourd'hui, on a de plus en plus de formations qui s'organisent, notamment pour les Français à l'A3P, qui est un intervenant direct de la notification. Il faisait partie des opérateurs qui ont travaillé sur la nouvelle annexe. Donc, je vous engage, si vous voulez plus d'informations et probablement mieux informés que moi, parce que finalement, moi, je vous ai partagé aujourd'hui une expérience par rapport à ce qu'on a lu de cette annexe, mais je n'ai pas directement été concerné par la révision de l'annexe. Et donc, je vous engage à aller voir un petit peu sur le site de l'A3P ce qu'ils peuvent proposer comme webinaire ou comme formation pour, si vous voulez vraiment vous former sur le côté réglementaire de la nouvelle annexe. En fait. Okay. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Pas d'autres questions? N'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, à prolonger la discussion, le débat avec nous directement. Vous nous contactez via Analyse. On saura qui on est. Vous appelez Analyse, demandez Gabriel. Vous devrez tomber sur moi ou Jean-François. Pas de souci. On donne d'autres experts qui sont compétents dans ces sujets-là, qui ont d'autres expériences, d'autres cas d'école. Si vous avez des sujets, si on veut développer davantage cette thématique-là, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. On sera très content de développer un autre sujet et de développer encore cette thématique avec vous. Mais voilà, ça ne s'arrête pas uniquement sur cette heure aujourd'hui. Continuons à échanger après ce webinaire. J'avais une dernière question, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Sur l'étude projet, notamment sur l'influence non négligeable, voire importante de l'opérateur au moment du chargement. Vous avez conduit forcément une stratégie d'échantillonnage, notamment sur la présence de contaminants microbiologiques dans l'air. Est-ce que dans votre analyse, vous êtes resté à une quantification ou vous êtes allé au-delà, c'est-à-dire des identifications pour spécifier la typologie des micro-organismes, si c'était environnemental, si c'était d'origine humaine, etc. Oui, tout à fait. Nous, donc la première objectif, on est resté sur de la quantification dans l'objectif qui a été produit. Pour bien expliquer, je vais reprendre la présentation. Donc, je vais revenir quelques slides en arrière. Bon, il faut imaginer que notre opérateur ici recule et qu'on a donc notre fameux outil qui vient s'insérer entre lui et nos flacons. Notre objectif, en fait, a été de démontrer que, certes, avec notre monitoring environnemental, on avait éventuellement des particules autour de l'opérateur, autour du lieu, parce que malgré tout, le lyophilisateur produit des particules, hein, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est inox contre inox, mais qu'entre les deux, on avait, si vous voulez, une espèce de frontière de ligne Maginot où on avait un endroit calme, aéroliquement calme. Et donc, à côté de ça, on a fait des prélèvements microbiologiques au début où on faisait une quantification. Ouais. Et ensuite, lorsqu'on est parti sur les QP où on a démontré la même chose, là, effectivement, on se plie un petit peu aux règles de groupe, hein, parce que il y a des sociétés où, par exemple, dès que vous avez une excursion en grade A, non seulement on fait la quantification, mais on va obligatoirement faire l'identification pour pouvoir revenir sur d'où vient le germe. Alors nous, on est quand même sur une zone grade A où il y a un opérateur, où il y a de l'environnement, ce n'est pas tout à fait fermé, si vous voulez. Donc effectivement, en fonction de l'identification du germe, on avait un regard différent par rapport au traitement de l'excursion. Mais ce n'était pas stratégiquement
notre scope était vraiment de démontrer l'activité particulière et cette tentative de montrer qu'on avait une espèce de barrière entre l'opérateur et en fait notre zone de produits semi-ouvert en fait. Très bien, ouais, merci. Un grand merci pour tous, votre participation, vos échanges, vos questions et commentaires. Merci à tous. Et à très très bientôt, j'espère, sur ce forum ou ailleurs.